Bonjour, ici Doudou, encore une fois sur la chaîne de la Parlotte. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation nationale? Il se trouve que cette année, je repasse mon bac pour pouvoir faire des études de psychologie. Je me suis inscrit au CNED, une sorte de contrat passé avec ma mère. Cette année, j'essaie avec le CNED. Si j'arrive pas à avoir le bac à cause de leur incompétence, je le repasse l'année prochaine par mes propres moyens. Bon. Il se trouve que pour l'instant, cela fait plus d'un mois qu'on a commandé les cours, et je n'ai toujours que le français. Il m'en manque 5 autres. Philosophie, histoire géo, SVT, sciences physiques et mathématiques. Je trouve déjà que niveau incompétence, on est bien loti. Mais étant donné que j'ai reçu le français, je me suis dit en lisant l'introduction du livre d'épreuves que c'était un petit peu n'importe quoi. Ça vous dit que je le lise et que je vous montre mes réactions? Je vais vous expliquer un peu ce que j'en pense. Alors, nous voir un peu. Baissons le son. Définition des épreuves de l'épreuve anticipée de français. Déjà, c'est redondant. Ça part bien. Vous connaissez les épreuves écrites du baccalauréat. Pour beaucoup d'entre vous, à partir des cours de seconde, il n'est toutefois peut-être pas inutile d'en rappeler les grandes lignes. Épreuves de français. Les épreuves anticipées de français permettent de vérifier les compétences acquises en français tout au long de la scolarité et portent sur les contenus du programme de la classe de première. Elles évaluent les compétences et connaissances suivantes. Maîtrise de la langue et de l'expression. Ça, c'est du français, c'est normal qu'on l'apprenne en français. Aptitude à lire, à analyser et à interpréter des textes. Ça veut dire que quand vous passez le bac français, on vous prend pour des débiles. Aptitude à tisser les liens entre différents textes pour dégager une problématique. Ça n'a aucun rapport avec la maîtrise de la langue française. Pourtant, ça continue de s'appeler français, c'est complètement débile. Aptitude à mobiliser une culture littéraire fondée sur les travaux conduits en cours de français, sur des lectures et une expérience personnelle. Alors l'expérience personnelle, je l'ai pas vue quand j'ai passé le bac français. Et ensuite, littérature, on est censé apprendre le français, pas la littérature. Si vous vouliez faire de la littérature, eh bien vous n'avez qu'à appeler ça littérature, simplement. Et arrêtez de nous casser les couilles. Vous avez appelé ça français juste pour pouvoir le mettre dans le bac S. Ensuite, aptitude à construire un jugement argumenté et à prendre en compte d'autres points de vue que le sien. Bon, ça c'est un petit peu ce qu'on est censé apprendre en philosophie. Du coup, la question est, qu'est-ce que ça fout dans le français? Exercice raisonné de la faculté d'invention. C'est-à-dire on jauge votre capacité à inventer. On jauge votre imagination. Alors là, je vois absolument aucun rapport avec l'éducation. Va falloir qu'on m'explique en quoi être capable d'imaginer quelque chose, c'est important dans votre vie. Si vous pouvez l'expliquer, c'est pas mal. Vraiment. Petit 1. Le corpus d'appui des 3 sujets. Les sujets prennent appui sur un ensemble de textes, corpus, comprenant éventuellement un document iconographique contribuant à la compréhension ou enrichissant la signification de l'ensemble. Ce corpus peut également consister, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à lire. Peut-être que je devrais allumer une lumière. Bon, je m'en occupe après cet article. Ce corpus peut également consister en une œuvre intégrale brève ou un extrait long, n'excédant pas 3 pages. Il doit s'inscrire dans le cadre d'un ou de plusieurs objets d'étude du programme de première imposé dans la série du candidat, et ne doit pas réclamer à celui-ci un temps de lecture trop long. Vous êtes sérieux? Bon, c'est pas grave, continuons. Le corpus a 2 fonctions. Il vous donne un cadre. Alors, petite parenthèse, je trouve qu'aujourd'hui, on essaie de donner des cadres à beaucoup de choses. Est-ce qu'on n'essaierait pas tout simplement de nous encadrer pour nous empêcher de voir certaines choses? C'est une question intéressante. Je sais, c'est un argument qui fait extrêmement complotiste. Mais réfléchissez quand même à la question. Vous verrez qu'on essaie de mettre un cadre sur beaucoup trop de choses pour l'instant. Ces derniers temps, c'est quand même impressionnant ce que la politique essaie de nous niquer.
Donc il vous donne un cadre, des documents et des éléments de comparaison utiles pour le traitement de l'un ou l'autre des 3 sujets, mais bien évidemment, il ne remplace pas les textes ni le contenu de votre cours. Ce serait con, tiens. Il est le document sur lequel portent l'éventuelle ou les éventuelles questions préalables sur 4 points en série générale, 6 points en série technologique, donc c'est super, on prend les mecs de série technologique pour des débiles. Et les sujets des travaux d'écriture, commentaires, dissertations et écriture d'invention. Bon, allumons une lumière parce que j'ai un petit peu de mal à lire. Excusez-moi. Voilà. Ah oui, je vois bien. Alors, vous voyez pas, c'est normal, mais j'ai le livre là. Grand 2, les questions préalables. Une ou deux questions portant sur le corpus et appelant des réponses rédigées peuvent être proposées aux candidats. Elles font appel à leurs compétences de lecture et les invitent à établir des relations entre les différents documents et à en proposer des interprétations. Ces questions peuvent être conçues de façon à aider les candidats à élaborer l'autre partie de l'épreuve écrite, la partie principale consacrée à un travail d'écriture. Alors en gros, ce qu'on nous dit, c'est que les questions qu'on peut nous poser au début, enfin là où les questions, il y en a une ou deux, le but de cette question, ça peut être de t'aider. Alors pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Quelque chose me dit qu'on est encore en train, une fois, de se foutre de notre gueule. Mais bon, encore une fois, c'est mon avis. Lorsque de telles questions sont proposées, le barème de notation est explicitement indiqué. Le nombre de points attribués aux questions n'excède pas 4 points dans les sujets de série générale et 6 points dans les sujets des séries technologiques. Donc on rappelle aux mecs des séries technologiques qui sont considérés comme des débiles. La réponse à cette question, ou à ces deux questions, ne doit pas vous prendre trop de temps au détriment du travail d'écriture qui suit. On peut se donner comme ordre de grandeur maximale une page pour une question unique et une demi-page par question dans le cas des 2 questions. Alors, au fait, je troll beaucoup. Je précise que tout ce que je dis ne doit pas être pris comme argent comptant, et que je suis ici surtout pour me foutre de leur gueule. Après, je vous avouerai que j'ai un avis un peu complotiste sur l'éducation nationale. Ça ne doit pas entrer dans les lignes de compte. Pour l'instant, je suis juste là pour me foutre de leur gueule. Et pour l'instant, je me régale. Grand 3, les 3 types de sujets. Qu'ils soient ou non accompagnés de questions, le sujet offre au candidat le choix entre 3 types de travaux d'écriture liés à la totalité ou à une partie des textes étudiés. Un commentaire ou une dissertation, ou une écriture d'invention. Ah oui, on a 3 ou, alors là, c'est super. Ce truc fait partie des cours, enfin, ce truc nous explique comment faire une épreuve de français. Et il met 3 ou à la suite. Alors, je sais que c'est pas grammaticalement incorrect, mais pour un confort de lecture et d'écriture aussi, surtout pour un confort de lecture, la plupart des gens, l'immense majorité des gens prennent comme acquis que quand on fait une énumération, on met des virgules, et on termine par un ou un et avant le dernier élément d'énumération. Je trouve que pour un truc qui est censé nous expliquer l'épreuve de français, il n'est pas très calé au niveau des conventions d'écriture. C'est très ironique. Alors, j'en étais où? Oui. Cette production écrite est notée sur 16 points pour les sujets de série générale et sur 14 points pour les sujets de série technologique quand elle est précédée de questions, sur 20 dans toutes les séries quand il n'y a pas de questions. On rabaisse bien les sujets des premières technologiques là-dedans. Hein. On leur dit bien, vous êtes des débiles. Et après ça, les profs nous disent que c'est pas forcément pour les mauvais élèves, mais quand tu vois ce que l'administration te donne comme réputation par rapport au truc, je vous plains les mecs en série technologique, on vous prend vraiment pour des abrutis. Hein. Petit 1, le commentaire. Le commentaire porte sur un texte littéraire. Il peut être également proposé de comparer 2 textes. En série générale, le candidat compose un devoir qui présente de manière organisée ce qu'il a retenu de sa lecture, et justifie son interprétation et ses jugements personnels. En série technologique, le sujet est formulé de manière à guider le candidat dans son travail. Non mais c'est pas possible, c'est fait exprès, c'est vraiment pour rabaisser les mecs qui font technologie.
C'est vraiment pour leur dire, vous auriez mieux fait de faire une série générale, vous êtes que des sous-merdes. Il y a quelque chose derrière, je suis désolé, mais je peux pas croire qu'il y a aucune intention derrière ça, c'est trop... Enfin, je sais pas, merde quoi, on vous prend vraiment pour des abrutis les mecs. C'est pas normal. L'expression « de manière organisée » signifie que, même si votre commentaire n'est aucunement tenu de reproduire la forme canonique d'une dissertation en 3 parties, il doit cependant être constitué de parties cohérentes dans le thème qu'elle traite. Ces parties doivent également être articulées en allant dans le sens de l'approfondissement de votre lecture et de votre interprétation. Pour vous aider à orienter votre analyse, un parcours de lecture vous est proposé. Celui-ci vous suggère des axes d'interprétation qui mettent l'accent sur les aspects essentiels du texte à commenter. Quelque chose me dit qu'en fait ça prend plus la place d'un ordre, ce machin. Hein, c'est un peu fait comme on me dit, sinon t'auras une note de merde. Enfin bon, je parle mal, mais j'en sais rien. Ça se trouve, on peut faire quelque chose de très original et de très juste, et du coup on a une bonne note, j'en sais rien. Petit 2, la dissertation. La dissertation consiste à conduire une réflexion personnelle et argumentée à partir d'une problématique littéraire issue du programme de français. Pour développer son argumentation, le candidat s'appuie sur les textes dont il dispose, sur les objets d'étude de la classe de première, ainsi que sur ses lectures et sa culture personnelle. Alors, c'est marrant parce que ta culture personnelle... Déjà, on ne dit pas que tu peux la mettre en valeur, ou très peu, et ensuite, j'ai l'impression que ta culture personnelle, quoi que tu fasses, elle sera jamais suffisante pour l'épreuve de français. Non, parce que ta culture personnelle, c'est la culture populaire, c'est pas la culture de la littérature. Si tu veux citer un épisode... Alors, je vais prendre des libertés. J'ai jamais regardé The Walking Dead parce que c'est long comme série et j'ai la flemme de regarder une série aussi longue. Il va falloir que je reprenne tout. Bon, j'ai la flemme et j'ai pas le temps. Si jamais un jour j'ai le temps, avec plaisir, parce que je suis déjà tombé 2-3 fois sur des épisodes au cours de la nuit, au cours d'une insomnie, et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une très bonne série, et ça me plairait beaucoup un jour d'avoir le temps de la regarder. Bon, j'imagine qu'il y a peut-être 1 ou 2 épisodes qui posent des questions philosophiques. Si vous vous servez de ces épisodes dans l'épreuve de français, croyez-moi, on va pas vous donner une bonne note. C'est garanti. Donc la culture personnelle, vous la laissez tomber. On vous dit ça, mais c'est pour la forme en fait. Votre culture personnelle n'a aucune place dans cette épreuve. Et je trouve ça honteux qu'on vous dise que vous pouvez vous en servir parce que c'est complètement faux. C'est juste pour la forme, c'est limite aussi mauvais que les politiques, cette phrase. La dissertation fait souvent peur. Il faut d'abord souligner que les règles en ont été assouplies. Bah en plus, on nous prend tous pour des débiles, là. Mais il faut aussi peut-être reconnaître sa difficulté pour mieux la cerner et la résoudre. La dissertation, en effet, vous confronte à 3 tâches essentielles qui toutes demandent de la réflexion et des savoirs. Petit 1, je sais pas, il y a un petit 1 dans le petit 2. Bon, premièrement, comprendre un sujet qui est toujours une question un peu complexe, alors que le commentaire vous demande simplement de commenter un texte. Non, tu crois? Merci Captain Obvious. 2. Répondre à partir de textes, d'œuvres et de questions. Objets ou perspectives d'études que vous devez connaître ou maîtriser. Déjà, c'est super. D'abord, on te dit tu dois répondre à une question, et ensuite, on t'explique comment tu dois répondre à la question. Petit 3. Organisez votre réponse. Ça, ok. Tout cela constitue un programme assez vaste. Et il faut ajouter un autre élément important. Vous devez répondre personnellement à une question d'ordre littéraire. Ce qui veut dire que vous devez avoir un avis sur cette question. Pour cela, vous êtes aidé plus encore que pour les autres exercices, parce que vous pensez des textes que vous avez lus, parce que vous aimez dans ces textes, mais aussi bien parce qu'ils vous rebutent et que vous avez trouvé difficile. Alors là, j'ai trouvé cette phrase, elle est vachement intéressante. Vous devez avoir un avis sur cette question. Alors, c'est drôle, mais
si on part un peu dans des considérations philosophiques, le fait de ne pas avoir d'avis, c'est impossible parce que ne pas avoir d'avis, en soi, c'est déjà un avis, en fait. Donc, cette phrase est totalement invalide et totalement dégueulasse, en fait. En fait, je pense que si vous arrivez à argumenter, dans votre argumentation, en fait, à prouver que ne pas avoir d'avis, c'est déjà un avis, vous pouvez éventuellement avoir une note. Mais à mon avis, votre argumentation sera de toute façon bancale. Et je trouve ça salaud, en fait. On vous force à avoir un avis, c'est comme si on violait votre esprit. Voilà. Littéralement. C'est un viol de votre avis. On viole votre avis. On viole votre libre arbitre, en fait. Bien sûr, tout ceci j'arrive. Je recommence. Bien sûr, tout ceci passe par des analyses et des notions que vous avez dû assimiler, mais encore une fois, c'est à vous de donner votre avis, de dire oui ou non, ou oui à condition que, et c'est là un moteur puissant d'expression et une source de motivation. Alors là, je ne crois pas un seul instant cette phrase. Remarque sur la forme de ces exercices. On n'exige pas de vous des textes qui reproduisent strictement la forme canonique du commentaire ou de la dissertation en 3 parties. Vous êtes sûr? On vous demande toutefois de résoudre un problème, et votre développement doit comporter au moins 2 parties. Il peut aussi bien en comporter 3 ou 4. Dans une démarche qui analyse une question et propose une solution à ce problème. Ces analyses ne peuvent pas non plus se passer d'introduction ni de conclusion. L'introduction doit citer les termes du sujet ou les reformuler, les problématiser, c'est-à-dire poser là où les questions intéressantes en analysant les mots-clés de l'énoncé. La conclusion peut être assez succincte, mais elle doit impérativement faire le bilan de la démarche analytique ou dialectique que vous avez menée dans votre développement. Et se clore par une ouverture. Alors là, on a point... et se clore sans majuscule. Mais bravo, magnifique, j'applaudis les gens qui ont écrit ce magnifique manuscrit sur le français, qui lui-même contient pas mal de fautes de français. C'est assez space de voir qu'un truc qui est censé t'expliquer comment tu fais ton épreuve de français contient lui-même des erreurs... Et alors là, votre développement doit impérativement se clore par une ouverture. Et alors ça, c'est marrant, parce que, déjà, définissons ce que c'est. Donc une ouverture, c'est-à-dire un propos plus général, relatif, par exemple sur la complexité ou l'intérêt du texte proposé, ou de la question proposée. De la question posée, excusez-moi, encore une fois, on a un enchaînement de ou. Bravo. Et alors, déjà, je vais expliquer plus simplement. Une ouverture, c'est simplement, vous ouvrez votre argumentation sur un autre sujet, souvent en posant une question qui laisse à réfléchir. Et c'est marrant justement parce que les profs de français que j'ai eu au lycée nous disaient justement que si vous n'y arrivez pas, il fallait mieux laisser tomber. Comme quoi, l'académie, les profs ne savent même pas ce qu'ils font l'un et l'autre. Petit 3, l'écriture d'invention. L'écriture d'invention contribue elle aussi à tester l'aptitude du candidat à lire et comprendre un texte. On teste votre aptitude à lire en première. Non mais on se fout vraiment de votre gueule, c'est pas possible. Et le pire c'est qu'on se fout aussi de ma gueule, étant donné que je le passe. À en saisir les enjeux, à percevoir les caractères singuliers de son écriture. Elle permet au candidat de mettre en œuvre d'autres formes d'écriture que celles de la dissertation ou du commentaire. Il doit écrire un texte en liaison avec celui ou ceux du corpus et en fonction d'un certain nombre de consignes rendues explicites par le libellé du sujet. Alors ça c'est super, on te demande d'inventer un truc et de te servir de ton imagination, mais on te limite quand même à un certain truc. Je sais pas si vous êtes au courant, mais l'imagination des gens, elle est limitée par rapport à leur capacité intellectuelle. Je veux dire, l'imagination des gens, elle se dirige toujours dans un certain sens. Alors, ça n'a absolument aucune signification de limiter ce que peuvent faire les gens avec leur imagination. C'est complètement débile. Comment dire c'est comme si on me disait, t'as le droit de faire le plat que tu veux, mais t'as pas le droit de te servir d'une poêle. C'est complètement débile. Dans ce cas-là, autant te dire que tu n'as pas le droit de faire, que tu as le droit de faire n'importe quel plat, excepté ceux qui nécessitent l'utilisation d'une poêle. Je sais pas si vous comprenez la nuance que je veux implémenter là dans ce que je dis, mais bon, c'est pas grave, continuons. L'exercice se fonde, comme les deux autres épreuves, j'imagine,
sur une lecture intelligente et sensible du corpus et exige du candidat qu'il se soit approprié la spécificité des textes dont il dispose, langue, style, pensée, afin d'être capable de les reproduire, de les prolonger, de s'en démarquer ou de les critiquer. Le document iconographique, s'il est joint au corpus, ne peut pas servir de support. Ça aurait été trop beau, tiens. En aucun cas il ne sera demandé d'en faire une étude pour lui-même. L'écriture d'invention doit se prêter à une évaluation objective des correcteurs. Je suis sûr que c'est pas le cas. L'écriture d'invention doit se fonder sur des consignes claires et explicites. Vous vous foutez de notre gueule. Elle s'inscrit dans le programme défini par les objets d'étude du programme de première. Elle peut prendre des formes variées, ainsi elle peut s'exercer dans un cadre argumentatif. Article, lettre, monologue délibératif, dialogue, discours devant une assemblée, récit à visée argumentative. Mais lorsqu'elle concerne le genre narratif, elle peut s'appuyer sur des consignes impliquant les transformations suivantes. Des transpositions, changement de genre, de registre ou de point de vue, ce qui nécessite de bien connaître les genres en question, donc c'est ce que vous avez intérêt à bien potasser, plus que les figures de style, parce que ça vous aurez beaucoup de mal à le retenir. En tout cas, si vous êtes mauvais en français, bossez surtout les genres. Ou des amplifications, insertion d'une description ou d'un dialogue dans un récit, poursuite d'un texte, développement d'une ellipse narrative, etc. Ça, c'est un truc, je suis très fort. L'écriture d'invention est d'abord donc un exercice de lecture. Alors ça, cette phrase, elle est sublime. L'écriture d'invention est d'abord donc un exercice de lecture. Cette phrase est complètement paradoxale. Ça veut dire qu'un exercice qui vous demande d'écrire, on vous dit que c'est surtout un exercice de lecture. Alors que le principe même de l'exercice, c'est de lire. C'est d'écrire, excusez-moi. Je trouve vraiment, mais c'est une mine d'or. On peut tellement mettre le CNED en PLS avec ce texte. Cet exercice est donc très exigeant et chacun de ces mots et de ces phrases doit se référer à un système ou une structure. J'ai jamais compris cette phrase. En revanche, sa liberté relative provient du fait qu'on ne vous demande pas une analyse théorique des thèmes, de démarche et de forme d'écriture, mais d'en produire d'une manière pratique un exemple dans une transposition. J'ai pas compris la phrase. Sa liberté relative, ah oui, très très relative, je confirme, oui, provient du fait qu'on ne vous demande pas une analyse théorique des thèmes, de démarche et de forme d'écriture, mais d'en produire d'une manière pratique, d'accord, un exemple dans une transposition, ok. Il s'agit d'un jeu ardu auquel on peut se prendre avec bonheur. On pourrait s'y prendre avec bonheur, à condition qu'on ne nous limite pas autant. Mais écoutez, pour l'instant, je n'ai rien d'autre à vous dire. Si ce n'est que ce livre-là est une mine d'or pour détruire le CNED. Hein. J'ai lu plein de commentaires qui disaient que c'était de la merde, le CNED, et bah franchement, je l'y crois. Si vous aussi vous êtes au CNED, je vous plains et je compatis. Moi aussi je suis au CNED et c'est une belle merde. Je vous laisse là, salut.